on faisait le classement des 13 derniers livres que j'ai lus. Comme d'habitude, voici le petit menu des genres littéraires qui seront discutés dans cette vidéo. Nous avons 3 thrillers, 2 contemporains, 2 romans d'horreur, 2 non-fiction, 2 fantasy, un roman fantastique et un livre de true crime. Et donc la dernière chose qui reste à faire avant de se lancer dans les avis de lecture, c'est de vous parler du sponsor de cette vidéo, Nextory. Nextory, c'est une application francophone qui regroupe plein de types de livres différents. Donc bien sûr, on a des livres audio, on a des e-books illimités. Les gens, ils en parlent pas assez, mais on a des e-books illimités sur Nextory. Il y a des podcasts, il y a des articles de presse, bref, il y en a pour tous les besoins. Personnellement, Nextory me sauve très souvent la vie en tant que lectrice québécoise parce que ça me donne accès à des titres qui ne sont pas encore disponibles ici. Ce qui fait que j'ai toujours un énorme plaisir à parcourir la liste des nouveautés et à chaque fois, disons que j'ajoute une dizaine de livres à ma liste à écouter plus tard. Moi, ce que je vous recommande pour les vacances de Noël, c'est de faire l'expérience d'une journée maximum cosy où vous êtes en pyjama. Vous avez votre livre audio dans les oreilles, vous faites une activité reposante comme du coloriage, vous faites des casse-têtes, vous faites du crochet, vous cuisinez. Personnellement, ça fait partie de mes moments de self-care. Quand je suis un peu trop submergée par les responsabilités de la vie, qu'est-ce que je fais? Je me choisis un livre audio sur Nextory, je vais m'asseoir à ma table réservée à mes activités de casse-tête avec un livre audio dans les oreilles et je me régale. Alors si vous cherchez une façon d'ajouter un petit peu de magie littéraire à vos vacances, vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 45 jours en visitant le lien dans ma description. Alors démarrons ce classement. J'ai décidé que cette fois-ci, on allait y aller dans un ordre un peu inverse, où on va commencer par le très positif et finir avec les avis un petit peu plus. D'ailleurs, je conseillerais à toute personne qui regarde cette vidéo avec des enfants de ne pas regarder l'avis du dernier livre. Donc vous comprenez que là, on va se parler de ma meilleure lecture du mois. Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Littéralement, je l'ai écouté en livre audio sur Nextory, puis je leur ai dit « Hey, on va faire une petite collaboration, ok? Parce que moi, je vais vendre ce livre-là. Croyez-moi que je vais le vendre. » Ça m'a tellement fait du bien de lire ce livre. Si vous ne savez pas, moi, avant d'avoir ma chaîne, je lisais beaucoup d'autobiographies d'astronautes, des livres sur la NASA, blablabla. Et j'avais un petit peu arrêté d'en lire dans les dernières années parce que j'avais du mal à en trouver qui me donnaient ce que je recherchais. Soit c'était des autobiographies qui parlaient de moments de leur vie qui honnêtement m'intéressaient pas tant que ça parce qu'à côté, mon gars, t'as été astronaute, est-ce qu'on peut se parler de ça? Ou alors, à l'inverse, c'était des livres qui se concentraient juste sur les trucs d'astronautes puis c'était très froid, une présentation pas nécessairement à la hauteur de l'amour qu'on peut porter dans un texte. Et ben, Ma vie sans gravité, là, c'était le livre que je recherchais depuis tout ce temps. Je pense que c'est... Ben non, je pense pas. Je sais que c'est la meilleure autobiographie d'astronaute que j'ai lue dans ma vie. Parce que tous les aspects sont jonglés parfaitement. La vie personnelle de Thomas Pesquet était ultra fascinante avant même qu'il ait l'idée de devenir astronaute. On a aussi tous les détails de son parcours, on a des informations techniques, on a des belles leçons de vie, on a plein d'informations sur l'Agence spatiale européenne et le ton était tellement chaleureux et soigné. Je suis ressortie de ce livre-là puis j'ai l'impression que si je croise Thomas Pesquet dans la rue, c'est comme si je vais le connaître personnellement. Puis quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant au-delà de tout ce qui est en lien avec sa carrière d'astronaute, c'est que Thomas Pesquet parle avec beaucoup de transparence de son esprit compétitif. Et moi, c'est vraiment pas un aspect que je retrouve chez moi. J'ai pas la flamme de la compétition, puis c'est un trait que j'ai toujours trouvé peut-être un peu malsain chez les autres. Genre, je comprenais pas d'où ça venait. Et avec ce livre-là, ça a un peu révolutionné ma vision de être compétitif dans la vie puis se dépasser, parce que j'ai vu que lui, non seulement c'était comme appliqué d'une façon saine dans sa vie, mais que le résultat de ça, c'est que je pense qu'en 6 mois de la vie de Thomas Pesquet, il a mis la même quantité d'efforts que moi en 26 ans de ma vie. C'était une lecture tellement passionnante et fascinante, intéressante que je me sentirais à l'aise de recommander à des personnes qui s'intéressent pas à la vie des astronautes, à la station spatiale, blablabla, parce que je pense vraiment qu'on peut en tirer quelque chose. Et ce qui est génial, c'est que on peut tirer plein de belles choses de ce livre sans qu'il y ait le ton genre de développement personnel de faut travailler fort pour accomplir les grandes choses. C'était juste parfaitement bien dosé. Peut-être que vers la fin, genre, il y a plus de trucs par rapport à l'espace. Moi, ça me plaisait de A à Z. Mais peut-être que ça va finir par être un peu trop pour les gens, mais honnêtement, 5 étoiles! 5 étoiles! En tant que lectrice, j'ai été servie avec un bon livre qui avait été soigné, et en tant que fan d'astronaute, ben, j'ai été servie avec une mine d'or, d'expérience et d'informations précieuses. Je rappelle qu'il y a un essai gratuit pour Nextory dans ma description. Bon, là, c'est pas souvent que ça arrive dans un classement, mais le prochain livre
a également été un 5 étoiles. Sauf que, là je vous avoue, ok, attendez d'entendre tout ce que j'ai à dire avant de décider si vous l'ajoutez à votre pile ou pas. Donc le livre en question c'est Our Wives Under the Sea de Julia Armfield, qui va être traduit en français le 22 janvier aux éditions La Croisée. C'est un livre qui suit deux femmes mariées. Il y a l'une d'entre elles qui est partie en expédition sous-marine pour essayer de découvrir quelle sorte de créatures il y a au fond de nos océans. Et ben, l'expédition a viré en catastrophe, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puis voilà. Depuis son retour à la surface, elle n'est plus du tout la même et sa femme essaie de faire ce qu'elle peut avec son amoureuse qui subit en quelque sorte une transformation et est vraiment très sévèrement attirée par l'appel de l'eau. Donc c'est un roman d'horreur, mais je dirais que c'est vraiment de l'horreur douce. C'est pas de l'horreur qui va te faire peur ou t'empêcher de dormir, mais c'est plus de l'horreur dans l'étrangeté puis l'horreur dans ce que le livre ne te dit pas. Parce que la raison pour laquelle je vous ai dit d'attendre avant d'ajouter ce livre à votre pile, c'est que c'est un livre qui comporte honnêtement certains défauts, mais par défaut je veux plutôt dire que c'est des lacunes. C'est comme si, moi j'ai adoré ce livre, mais je sais que si t'avais ajouté plus d'informations et plus de trucs, mon 5 étoiles, il serait devenu un 200 étoiles, genre. Donc, tu sais, moi, vraiment, c'est un coup de cœur absolu. Dès la première page, j'étais comme, oui, Julia Armfield, je te connaissais pas jusqu'à présent, mais là, on se connaît parce que la manière que tu écris, c'est pour moi, sa plume. Je sais pas c'est quoi la magie qu'il y avait dans ces mots, mais vraiment, comme, même si le livre me donnait pas nécessairement tout ce qu'il aurait pu me donner, j'avais l'impression d'être comblée quand même, parce que juste la poésie, sans être lourd, genre forcé, ça me donnait envie de lire n'importe quel des mots qu'il y avait sur la page. Et donc même si vraiment les informations données au compte-gouttes, puis c'était comme on aurait pu en avoir un peu plus, on aurait pu en avoir un peu plus. Moi je m'en fous, je refuse de donner autre chose que 5 étoiles à ce livre. Vous pouvez aller lire puis me revenir avec genre 10 défauts, je m'en fous. Ce livre était incroyable et le talent de cette autrice, ça mérite à lui seul le 5 étoiles. Parce que oui, j'ai adoré le livre, ok? Est-ce que je peux vraiment voler le 5 étoiles de ce livre juste parce que je sais qu'il aurait pu être encore meilleur? Non, moi je dis ça se fait pas, c'est un 5 étoiles. Je l'ai adoré. Je le recommande pas nécessairement à tout le monde, honnêtement. Mais si vous aimez les belles plumes, vous aimez l'horreur atmosphérique avec beaucoup d'étrangeté puis de poids dans ce qui est pas dit, ben allez-y. Allez-y! Et on commence la vidéo avec 5 étoiles. C'est rare, ça! Vous savez, ce qui est encore plus rare, je crois, sur ma chaîne, c'est l'apparition d'un livre jeunesse. Et non seulement ça, un livre jeunesse que j'ai adoré. Nevermore de Jessica Townsend, qui m'avait été suggéré dans le bocal par Clem et Cynthia. Merci à vous, parce que honnêtement, sans vous, je l'aurais jamais lu de ma vie. Vraiment, en transparence, j'ai comme un blocage un peu avec la jeunesse depuis très longtemps. Depuis peut-être que j'ai 13 ans, j'ai carrément arrêté d'en lire parce que dans ma tête, un roman jeunesse allait jamais me donner ce qu'un roman adulte était capable de m'offrir. Mais ce livre-là m'a complètement prouvé le contraire. C'est un roman de fantasy où on suit une jeune fille qui échappe de justesse à la mort en se faisant transporter dans un monde magique où elle devra subir une série d'épreuves pour obtenir sa place. Évidemment, elle souhaite réussir parce que sinon, elle se fait renvoyer dans son monde et se fait tuer immédiatement. J'ai vraiment trouvé que c'était un texte drôle, intelligent, soigné. Et que oui, c'est absolument approprié pour un jeune entre 8 et 12 ans, mais c'est tellement bien exécuté puis bien pensé que ça convient à n'importe qui sur Terre. Les personnages sont réalistes pour leur âge, tu sais, on suit des enfants, mais on n'a comme pas à subir des comportements vraiment insupportables ou comme des décisions stupides qui servent juste à faire durer l'histoire plus longtemps, genre. Oui, les enfants vont commettre des erreurs, vont parfois être un peu stupides, mais c'est jamais de façon comme artificielle juste pour ouais, si les personnages agissaient comme du monde, ben l'histoire serait déjà finie. Non, sérieusement, je trouve que c'est comme ça que la littérature jeunesse et jeune adulte devrait être faite. C'est une histoire qui stimule parfaitement l'imaginaire. Genre, je peux juste imaginer à quel point, si je l'avais lu enfant, ça aurait rempli mon cerveau juste de merveilles absolues qui m'auraient inspiré dans ma vie. En tant qu'adulte aussi, ça peut m'inspirer, mais j'ai juste l'impression que c'est un petit peu trop tard. Moi, partir à l'aventure, ça m'intéresse plus tant que ça aujourd'hui, là. Je préfère juste qu'on mette genre une feuille de bingo devant moi puis je vais avoir bien du plaisir. Mais c'est ça, ça m'a vraiment touchée de lire ça parce que je me suis souvenue de la fille de 12 ans que j'étais, qui était vraiment énervée par tous les médias jeunes
jeune qu'on me servait parce que les histoires étaient uniquement comme poussées par des personnages qui mentaient à leurs parents, qui faisaient des bêtises, puis c'était tout le temps comme ok, cet enfant s'est mis dans le pétrin, voici un livre ou un film ou un épisode qui sert juste à montrer comment cet enfant va finalement se sortir de ce pétrin. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de décrire, mais moi c'était vraiment une grande frustration que j'avais quand j'étais enfant puis que je regardais des contenus, j'étais comme arrêtez de mentir pendant 2 secondes. Et voilà, j'aimerais juste pouvoir faire le cadeau de ce livre à la jeune moi qui l'aurait vraiment beaucoup aimé, puis ben c'est pas si grave que ça parce que la moi d'aujourd'hui l'a beaucoup aimé, je lui ai donné 4.5 étoiles. La seule raison pour laquelle ça a pas été un 5 étoiles, honnêtement, c'est juste que vers la fin, la quantité de couleurs puis de trucs loufoques, ça a été un petit peu trop pour moi, je me sentais étourdie. Mais vraiment, si vous avez des jeunes dans votre vie, courez sur ce livre, achetez-le. Et j'ai le même conseil pour n'importe quel adulte qui souhaiterait ajouter un peu plus de magie dans leur quotidien. Merci pour la recommandation parce que vraiment, c'était spectaculaire. Bon là maintenant, on change complètement d'ambiance parce que le 4e livre, c'est Dans la maison rêvée, que j'ai lu dans sa version anglaise, puis je suis curieuse de voir comment ils l'ont fait en français parce qu'il y a des trucs particuliers. Mais voilà, on s'éloigne un peu de la joie de vivre du livre précédent parce que c'est un mémoire où l'autrice retrace la relation abusive qu'elle a eue avec une autre femme en utilisant à chaque fois le cadre d'un chapitre thématique. C'est vraiment la présentation la plus originale, non seulement d'un mémoire, mais d'un roman que j'ai lu de ma vie, parce que chaque chapitre est super court, parfois c'est juste un seul paragraphe, et ils sont tous intimement liés à leur titre, puis comme parfois ce sont des références culturelles, parfois ce sont des expressions, parfois c'est des trucs que je sais pas c'est quoi, c'est peut-être quelque chose mais je sais pas. Puis ce que ça fait, c'est que on a vraiment l'impression, tu sais, de suivre exactement la progression de leur relation, mais à chaque fois c'est de points de vue complètement différent. Là. Je sais même pas comment l'autrice a réussi à planifier ce livre-là. C'est vraiment quelque chose, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais c'est sûr que je trouve que cette approche audacieuse, c'est absolument la force du roman, mais je pense que c'est aussi un peu sa faiblesse. Parce que il y avait quand même une bonne quantité de chapitres qui avaient beaucoup moins d'impact ou d'intérêt que les précédents, puis à chaque fois, ça faisait juste un contraste assez clair. J'étais comme, oh ok, ça, ce chapitre-là, il était tellement incroyable, puis après, ah, ok, je l'ai lu, est-ce que je devais en tirer quelque chose? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris qu'est-ce que je devais en tirer? Puis c'est ça, je pense pas nécessairement que ça va plaire à tout le monde parce que c'est peut-être pas toujours un livre qui est agréable à traverser. Mais en même temps, moi je l'ai terminé, puis sur le coup, j'étais comme, ouais, je lui ai donné 4 étoiles, mais j'arrête pas d'y repenser. Depuis que j'ai terminé, je repense à sa construction, mais je repense aussi à son message qui était très fort parce que à travers le récit de son propre couple, l'autrice utilise le contexte pour donner des informations sur l'historique de la violence conjugale lesbienne et comment elle n'a pas été prise au sérieux par la justice pendant très longtemps et encore aujourd'hui il y a des lacunes là-dessus. Et je sais pas, c'était vraiment juste une expérience unique et marquante et aussi très informative. Donc voilà, pour moi c'est un 4.25 étoiles, puis je le recommande si ça vous parle, mais c'est sûr que je pense que le niveau d'appréciation va varier selon ce que vous connaissez des références qui sont utilisées ou pas. Voilà, voilà. Ensuite, on a 2 romans auxquels j'ai donné 4 étoiles, mais pour les 2, quand je suis venue pour faire le classement là, puis que j'ai organisé les livres, j'étais comme « Ah, je leur ai donné 4 étoiles. » Mais quand j'y réfléchis, je leur donnerais pas une note différente, mais on dirait que dans mon cœur, ce sont pas des vrais 4 étoiles finalement. Je sais pas. Le premier d'entre eux, c'est La vie selon Uva de Frédéric Backman. J'avais très hâte de relire cet auteur parce que je l'avais adoré par le passé. Et ben ce livre-là, c'est définitivement, je pense, son titre le plus aimé et acclamé. Ça parle d'un vieil homme très grincheux qui, lui, en a fini avec la vie. Il tente continuellement de s'enlever la vie et à chaque fois ses tentatives sont complètement ruinées par ses voisins qui s'insèrent tout le temps dans sa vie privée. Évidemment à la longue vous comprenez qu'ils vont réussir à se creuser une place dans son cœur ratatiné. Rebonjour, ma caméra a surchauffé, alors je disais oui ok. Bon, mes attentes étaient vraiment très hautes, peut-être un peu trop hautes, et au début j'ai vraiment peur parce que j'aimais vraiment pas ça. Si vous le savez pas, c'est un auteur qui a vraiment beaucoup d'humour inséré de toutes les façons possibles dans son texte. Puis c'est quelque chose de très charmant, tu sais, dans Anxious People, ça m'avait vraiment plu. Mais là, j'ai commencé ce livre-là, puis je trouvais que c'était tellement trop, puis que c'était un peu forcé, puis j'étais comme, ok, est-ce qu'on peut arrêter de faire des blagues pendant 1 seconde, puis juste comme faire progresser un petit peu le récit, là, qu'est-ce qui se passe, on est où, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça s'est calmé quand même assez rapidement, là. Et en fin de compte, j'ai retrouvé là,
mon Frédéric Bachmann habituel avec des personnages très attachants, des moments cocasses, des trucs très touchants. Et si vous avez lu le livre, là, personnellement, mon truc préféré, c'est vraiment les souvenirs puis la relation du protagoniste avec sa femme. C'était vraiment trop cute, mais vraiment trop crève-cœur. Donc c'est ça, ben je lui ai donné 4 étoiles, mais quand j'y repense, je sais pas, je suis comme, ben je vois pas pourquoi j'y donnerais pas 4 étoiles, mais j'ai comme un malaise. Faites ce que vous voulez avec cette information, moi je sais pas, ok, c'est un 4 étoiles timide, mais il est là. Et comme j'avais mentionné, c'est un petit peu la même chose pour le livre suivant, American Predator de Maureen Callahan. Malgré le titre en anglais, c'est un livre en français. On est sur un livre de true crime qui retrace le parcours très prolifique d'un tueur en série qui a sévi pendant des années aux États-Unis sans que la police sache même qu'il existe. Là, contrairement au dernier livre, j'ai trouvé le début cette fois-ci vraiment excellent. J'ai tout de suite embarqué. On plongeait tout de suite dans l'enquête d'un horrible meurtre d'une jeune femme en Alaska, puis comme tout ce qui a été fait pour lui rendre justice. Et ben ça c'était génial. Mais après ça, on passe à une autre phase de l'histoire où là le protagoniste se fait interroger par la police, ils sont sur sa piste. Et j'ai trouvé qu'à partir de ce moment-là, oui ça demeurait intéressant, mais j'ai comme eu un mini malaise parce que c'est évidemment un tueur en série qui a eu beaucoup de victimes. Et j'ai eu l'impression qu'au final, j'allais ressortir de ce livre-là en connaissant seulement bien une de ses victimes. Tu sais, il a tué beaucoup de gens, puis je comprends qu'on puisse pas inclure l'histoire de tout le monde. Mais le contraste pour moi, c'était comme si le meurtre de cette jeune fille avait été mis sur un piédestal, tandis que le meurtre de toutes les autres personnes, ben c'était plus comme tu sais, je sais que c'est pas ça ultimement, mais c'est quand même le ressenti que j'ai eu. Donc je trouve quand même que tu sais c'était très informatif sur les faiblesses de la police, qu'est-ce que le tueur en série a fait pour être finalement attrapé. C'était un livre intéressant. C'est juste que j'aurais aimé ça, me souvenir aussi bien des autres victimes que la première victime dont je me souviens encore très bien maintenant que j'ai lu le livre, puis ça fait quelques mois déjà que je l'ai terminé parce que je en quelque sorte dans le titre de cette vidéo. C'est clairement pas les 13 derniers livres que j'ai lus, mais ce sont les 13 derniers livres que j'ai lus dont je ne vous avais encore jamais parlé. Bref, voilà, 4 étoiles. Si vous aimez le true crime, honnêtement, c'est un bon livre, c'est intéressant. Mais voilà, petit malaise. En 7e position, nous avons le premier tome du Lys de feu de Jacqueline Benson. C'est un livre que je connaissais pas du tout avant que Blandine le suggère dans mon bocal, donc merci à toi. On mélange ici le fantastique, le thriller et l'historique. C'est une histoire qui se déroule à Londres en 1914. On suit une jeune femme qui, depuis sa naissance, a des prémonitions et peu importe ce qu'elle fait, ses prémonitions se réalisent. Et un jour, elle va avoir une vision comme quoi son ami va se faire tuer par l'assassin qui est le coupable de plusieurs crimes en ce moment dans la ville. Et elle va décider de faire tout son possible pour démasquer l'assassin avant qu'il puisse tuer son ami. Je dois dire que je suis un petit peu confuse sur la tranche d'âge de ce livre parce que moi, pendant tout le long, je l'ai lu et je me suis dit « Oh mon Dieu !» J'aime vraiment ça, mais comme ce livre aurait pu être un coup de cœur s'il avait été adulte. Genre c'est très cool, mais j'aurais mis juste un ton un peu plus comme mûr, un peu plus sombre, puis là ça aurait été incroyable. Et là après ça, ben je suis allée sur Goodreads, puis la série est genre classée en adulte, puis je vois nulle part comme une interpellation comme quoi c'est jeune adulte, puis je suis comme ok, faites ce que vous voulez avec ça, je sais pas. Personnellement, j'adore les livres qui mélangent plein de genres littéraires de cette façon. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis ça donnait lieu à une atmosphère vraiment très unique. J'aime ça. Au niveau de l'enquête, c'est sûr que c'est un thriller genre qui progresse très lentement, puis parfois il y a certains trucs qui sont prévisibles, genre je savais un petit peu c'était qui le coupable finalement, mais ça m'a pas dérangé parce que j'avais juste l'impression de me faire guider là sur un beau chemin. Puis oui, ok, je savais qu'il y avait rien sur le chemin qui allait me faire genre exploser le cerveau, puis comme waouh, mais j'avançais tranquillement parce que je savais que le chemin était solide sous mes pieds. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages de ce livre, sauf pour la protagoniste. Pour moi, c'était la plus grande et peut-être unique faille de ce livre. C'est absolument effroyable à quel point la protagoniste a mis du temps à accepter qu'il y avait d'autres personnes qu'elle qui avaient des capacités surnaturelles. La fille se plaint de se sentir seule, de pas pouvoir parler de son pouvoir vers ça. Elle rencontre quelqu'un qui dit « Hey, moi je te connais parce que ma femme il y a 30 ans, genre elle m'a parlé de toi, elle t'a dessiné. » La fille non. Hey, ça passe pas pour elle, là. Non, c'est impossible de croire que ce monsieur puisse peut-être lui dire la vérité. Et comme, mais ça se peut pas qu'elle m'ait dessiné sur une peinture il y a 30 ans, ça se peut pas.
toi t'es capable de voir l'avenir, pourquoi il y aurait pas quelqu'un d'autre qui peut voir l'avenir? Puis c'est pas juste un petit passage, là. Pendant genre les 30 premiers pourcents de ce livre, elle est juste, elle fait face à plein d'exemples d'autres personnes qui ont des pouvoirs, puis elle s'en fout. Genre, là, les gens me mentent, tout le monde me ment. Oh, mais je suis tellement seule avec mon pouvoir. Oh, je suis si seule. Parce que ça m'a énervée. Puis, écoute, j'ai apprécié que l'autrice ait mis comme vraiment de l'âme dans son livre. Tu sais, je voyais qu'elle essayait de trouver des tournures originales puis belles pour exprimer ses propos. Mais est-ce qu'on avait besoin d'autant de réflexion de la protagoniste? Chaque fois qu'il y avait un petit truc qui se passait, des réflexions de la protagoniste, des pensées, toujours les mêmes. Vraiment, je pense qu'en réduisant tout le blabla inutile qu'elle se disait dans sa tête, on aurait pu couper ce gros livre de 30%. Et ça aurait été vraiment meilleur à mon avis. Tu sais, quand je dis là qu'il y avait trop de pensées, c'est qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait, puis elle, dans sa tête, elle se convainquait que la chose était fausse, alors que nous, en tant que lecteur, on savait que c'était vrai. Oh, que ça m'énerve, oh, que ça m'énerve. Bref, voilà. Pour cette raison, un livre qui aurait pu honnêtement devenir un coup de cœur, obtient plutôt une note de 3.75 étoiles. C'est quand même très bien, j'ai vraiment aimé ça. Je remercie encore Blandine pour la recommandation parce que c'était une belle découverte. C'est juste que la protagoniste pensait trop des choses inutiles. Ensuite, j'ai lu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, qui était aussi une suggestion dans mon bocal, cette fois-ci de la part de Camilla. C'est une fantaisie jeune adulte avec une protagoniste qui a grandi dans des grandes bibliothèques remplies de grimoires dangereux. Un soir, il y en a un qui va être libéré et qui va se transformer genre en monstre, et immédiatement c'est sur la protagoniste qu'on va mettre le blâme. Moi j'étais comme j'aime pas ça quand les gens se font accuser de choses qu'ils n'ont pas faites, mais c'était pas long dans le livre avant que ce soit résolu. Il va y avoir d'autres bibliothèques qui vont se faire attaquer, puis vite les soupçons seront détournés et ben le monde entier va être en danger. J'ai eu une expérience particulière avec ce livre. Autant je l'aimais beaucoup par moments, autant par d'autres moments j'étais comme les éléments qui sont restés positifs tout au long du récit pour moi, ça a vraiment été les personnages, je les aimais. La plume se lisait de façon très agréable, elle était douce, atmosphérique. Mais pour moi, ce qui a moins fonctionné, c'est que de un, j'avais l'impression que ce livre-là allait parler beaucoup plus des grimoires maléfiques que ce qu'il a fait finalement. Et ce dont on a parlé à la place, c'était de démons. Puis moi, c'est pas que j'aime pas les démons, tu sais, il y a plein de livres de démons que j'ai aimés, mais là, la manière qui était utilisée dans le texte, je trouvais pas ça intéressant. Genre tout ce qui était par rapport au vilain du livre, j'ai trouvé pas intéressant. J'aimais le démon avec lequel elle était amie, mais c'est ça, juste tout ce qui était les batailles, tout ce qui avait lien à comme réussir l'objectif du roman, ça m'intéressait pas. Mais j'ai quand même bien aimé, donc je lui donne un comme généreux 3.5 étoiles. Je pense que ça pourrait beaucoup plaire à des gens, mais c'est juste que moi, j'étais pas la lectrice de fantasy visée exactement par ce qui était offert. J'aurais voulu plus de grimoires maléfiques, s'il vous plaît. Tu sais, pourquoi tu crées quelque chose d'aussi intéressant, puis au final, c'est des personnages très secondaires du livre, là. Le 9e livre, c'est Autopsie d'un drame, qui m'avait été suggéré dans le bocal par Octabrina. On y suit plusieurs familles dans une même communauté qui vont toutes être secouées par l'accusation de la police comme quoi une des mères abuse son enfant. En anglais, il y a quelque chose qui s'appelle l'appellation Mystery Thriller, alors qu'en français, il y a pas trop genre ce mystère thriller. Puis je trouve que ce serait utile dans ce cas-ci parce que ce livre-là, je le classe genre en thriller, mais c'est vraiment plus un mystère qu'un thriller. Puis en fait, est-ce que je peux dire que c'est un mystère? Disons que c'est un mystère qui se développe dans un contexte contemporain. Même si j'ai eu du plaisir à lire ce livre-là, c'est ça un peu qui m'a remonté après mon virus. J'avais du mal à lire avec mes yeux, puis celle-là, je l'ai lu quand même assez facilement. Je dois dire que je me suis retrouvée dans une position un peu étrange en tant que lectrice parce que je savais jamais si je devais considérer ce livre comme un thriller ou un contemporain parce que, tu sais, par moments, c'est quand même assez long, c'est très personnel, c'est cool en même temps parce qu'on a les points de vue de presque toutes les personnes de cette communauté, genre c'est très intéressant comme présentation. Mais à chaque fois, j'étais comme, ok, là, ça fait vraiment longtemps, genre qu'on parle de ces gens-là puis de leur vie sans qu'il y ait un élément intéressant vraiment pour le thriller. Alors, est-ce que c'est un thriller? Est-ce que je devrais juste considérer le livre comme un contemporain? Mais là, on arrive à la fin, puis là, bam, 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 c'est comme le contemporain il passe par la fenêtre, puis là on est dans un thriller pur et dur. Puis là je suis comme Et il y a des fois où j'ai vraiment adoré des thrillers qui mélangeaient un peu ces deux ambiances. Mais là, pour une raison que j'ignore, ça fonctionnait moins bien avec moi. Je sais pas, je savais juste pas quelle mentalité emprunter. Il y avait pas assez de suspense pour être un thriller, mais les personnages étaient tellement
tous pas très attachants, que je voulais pas non plus que ce soit juste comme du contemporain. Par contre, je dois dire que les thèmes étaient très intéressants. J'ai beaucoup aimé qu'on plonge vraiment dans la réalité là, des tocs sévères qu'on peut développer en tant que mère après la naissance de l'enfant, puis tout l'impact que ce rôle peut avoir dans la vie d'une femme. J'ai quand même apprécié, donc je lui donne un 3 étoiles. C'était sympathique, j'en ai retiré des bonnes choses, mais c'était juste comme trop un entre-deux bizarre pour moi personnellement. Après ça, je vais vous parler de Luxé de Laurence Provencher. C'est un contemporain qui suit une étudiante qui déclare souffrir d'un trouble de la personnalité multiple, mais au fil du récit, on découvre comment la pression mise sur ses épaules par sa mère joue un rôle dans son état. Ça a été une expérience assez spéciale pour moi parce qu'au début, j'arrivais tellement pas accroché. Je lisais puis il fallait constamment que j'aille relire ce que j'étais en train de lire parce qu'il y avait rien qui accrochait à mon esprit. Il y avait genre 2 pages qui passaient puis je réalisais oh ok, je pensais à ma liste d'épicerie, genre je sais pas c'était quoi dans le livre ou si c'était quelque chose en moi qui faisait que j'arrivais pas à porter attention là, mais vraiment c'était catastrophique à quel point j'arrivais pas à porter attention. Puis la narration était à la 3e personne et je trouvais que ça faisait un peu l'impression genre que les personnages défilaient sans qu'il y ait de personnalité, ce qui est très bizarre que je dise ça parce que mon impression a complètement chaviré avec la suite du roman. Sérieusement, les personnages ils ont tellement de personnalité, je comprends même pas comment au début j'ai pu avoir l'impression qu'il n'y en avait pas. J'ai vraiment eu l'impression que à un certain moment, genre après la première moitié, là, paf, les personnages ils ont pris vie à mes yeux puis j'étais comme oh ok, vous êtes intéressant finalement. Et j'ai vraiment aimé comment ce livre était une façon de discuter du fait que certains parents mettent beaucoup de pression sur leurs enfants parce que ça compense pour leur insatisfaction avec leur propre vie puis comment cette pression-là a un impact sur l'enfant. Il y avait des passages vraiment très cocasses, donc pour moi, je dirais que c'est un 3 étoiles. Le roman, malheureusement, était beaucoup trop court pour comme faire remonter ma note suite au début vraiment catastrophique. Mais encore là, est-ce que le début catastrophique, c'était le livre ou c'était juste mon état d'esprit? Je sais pas. Donc si ça vous intrigue, je vous encourage à le découvrir. Bon, là, on entre dans le top 3 de mes pires lectures. Et c'est un petit peu délicat parce que ce sont 3 livres qui m'ont été suggérés par des abonnés. Mais je sais que c'est des personnes qui me suivent depuis très longtemps, donc je pense qu'elles me connaissent aussi, puis qu'elles savent que c'est ça. C'est juste des choses qui arrivent dans la vie. Alors, premièrement, j'ai lu La Belle et la Bête de Simon Rousseau, qui était la suggestion de Joanie, et grâce à elle, j'ai découvert enfin mon premier conte interdit. Je sais pas si vous connaissez les contes interdits, c'est vraiment comme un phénomène au Québec où c'est des réécritures de contes à la saveur très horrible. C'est très trash, tu sais, on parle beaucoup là, de violence gratuite, de sexualité gratuite, tout ça dans un contexte d'un conte pour enfants. Et bien évidemment, là, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. On suit une protagoniste et sa famille qui se font enfermer dans un château, et ce château appartient à un homme impitoyable. Sauf que la peur va se transformer en fantasme pour la protagoniste, et leur histoire d'amour va prendre une tournure sanglante. Moi, j'ai 2 choses à dire, ok? De 1, j'ai plus aimé ça que je pensais, mais j'ai aussi vraiment moins aimé ça que le niveau d'appréciation que j'aurais pu avoir finalement. C'est un petit peu confus, mais je vais vous expliquer. Alors, moi, j'y allais avec des attentes très basses parce que tous mes amis qui ont lu des contes interdits m'ont dit « tu vas pas aimer ça ». Mais j'ai trouvé que le récit avait quand même fait des efforts pour nous surprendre. C'est pas juste l'histoire de cette famille qui se fait enfermer au château puis qui subissent des trucs horribles. Ça va au-delà, puis je trouve que c'était intéressant comme direction. Et je pense que ce sont même des surprises que j'aurais pu vraiment apprécier dans un livre avec une écriture plus soignée. Parce que c'est ça ultimement, ok? L'idée du livre était pas mauvaise, mais pour moi c'est ruiné par les dialogues qui sont tellement exagérés puis pas naturels, puis juste comme... c'est tellement artificiel comme présentation que ça me sort directement de toute l'horreur. Je peux pas sentir une atmosphère de roman gore ou macabre parce que les personnages ils s'expriment comme ça. Hey mon hostie, tu vas pas me faire du mal toi! Peut-être pas autant que ça là, mais c'est juste, je trouvais que c'était juste pas écrit pour une lectrice qui apprécie un petit peu plus de subtilité. Et ben oui évidemment là, il y a vraiment des pelletés de violence puis de sexualité gratuite que moi personnellement ça m'apporte pas grand chose. Donc c'est ça, j'ai pas vraiment aimé ça, mais je lui donne 2.5 étoiles, ce qui est plus positif que la note que je pensais peut-être lui donner avec les avertissements de mes amis. Donc est-ce que ça m'a donné envie de lire plus de contes interdits? Non, ça je pense pas que c'est une série pour moi, mais je suis vraiment contente d'en avoir lu au moins un, puis maintenant je sais de quoi les gens parlent et de quoi les gens raffolent. Ensuite, le 12e livre a malheureusement été Le journal de ma disparition de Camilla Greb, qui était la recommandation de Geneviève. C'est drôle parce que je l'avais positionné à un niveau assez bas
dans mon classement de prédiction de qu'est-ce que j'allais aimer de ma pile à lire ultime. Et au final, les raisons pour lesquelles ce livre se retrouve aussi bas dans ce classement, c'est pas du tout les raisons que j'avais nommées. En bref, ça c'est un thriller suédois et mon expérience avec les thrillers suédois dans le passé, c'est qu'il y avait un style d'écriture un peu flou, très atmosphérique, où l'enquête avançait lentement puis les personnages étaient tous un petit peu alcooliques. Mais en même temps, ça c'est tous les polars. Il y a pas... Avez-vous déjà vu un policier qui boit pas constamment, ok? Mais voilà, c'était juste pas un style d'écriture que j'avais apprécié, puis je me demandais si c'était comme culturellement ce style d'écriture-là qui était encouragé par la langue, ou si finalement c'était propre à ces auteurs-là, puis je dirais que finalement c'était propre à ces auteurs, et ce livre-là était pas du tout écrit comme ce que j'avais lu dans le passé. Donc ça va. J'ai pu le lire, j'ai pu tout comprendre, et malgré les bémols que je vais nommer dans cette vidéo, ça reste que c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'entrain, puis que j'avais quand même tout le temps envie de continuer. J'ai jamais pensé à l'abandonner. Alors rapidement pour le résumer, ça parle d'une policière qui enquête sur une disparition récente qui est reliée à un meurtre dont la protagoniste était elle-même tombée sur le cadavre quand elle était adolescente. Le récit alterne entre sa perspective à elle et la perspective d'un jeune homme qui va tomber sur un journal vital à l'enquête, mais qui va pas oser le redonner à la police parce qu'il était dans une position compromettante quand il l'a trouvé. Il va le lire et on va avoir droit au morceau de ce journal. Pour moi, l'élément de ce garçon qui trouve le journal, ça a définitivement été le plus gros problème à mes yeux. Puis c'est parce que j'ai trouvé ça assez ridicule que le jeune homme ne trouve pas une façon anonyme de remettre le journal à la police. Je comprends que plus tard, il continue à lire puis qu'il découvre des vraies raisons solides de pas le redonner à la police, genre ça je comprends. Mais pour moi, la situation de base, c'était pas crédible qu'il fasse pas comme ok, je veux rester anonyme, mais il faut que je trouve absolument une façon de redonner ce carnet-là à la police parce qu'il savait là qu'il en avait besoin. Et donc pour moi, c'était un peu comme si le livre était juste basé sur quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je suivais l'enquête avec la perspective de la protagoniste, puis à côté, t'avais le garçon qui apprenait de plus en plus de choses sur l'enquête. Puis après ça, moi je savais des choses, puis il fallait que je regarde la police chercher ces informations-là, alors que moi je les avais, puis je trouvais juste pas ça agréable. Je suis jamais fan des thrillers qui utilisent comme des situations où le lecteur, on en sait plus que la police, puis je sais pas si c'est juste moi que ça dérange, parce que je vois ça quand même assez souvent dans les livres, donc je me dis peut-être que des personnes aiment ça, se sentir genre en position de supériorité, puis comme hey, moi j'en sais plus que toi. Mais moi ça me frustre, ça m'enlève vraiment mon plaisir de lecture quand j'en sais plus. Je veux pas voir comment tu vas trouver l'information, là moi je la sais déjà. Puis en plus tu devrais la savoir parce que le maudit, il aurait dû déjà vous donner le carnet. Bref, ok. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qui m'a posé souci, c'est que avec ce livre, on fait comme une espèce de tentative de commentaire sur les réfugiés musulmans en Suède. Et quand je dis tentative de commentaire, la manière que ça se lit pendant tout le roman, avant la fin, c'est qu'à chaque 5 pages, on a droit à un discours d'un personnage et de la protagoniste également, comme quoi les Arabes sont des menteurs, des voleurs, des profiteurs, puis qu'ils sont là juste pour prendre leurs ressources alors qu'eux ils reçoivent rien. Puis oui, c'est réaliste que des habitants d'un petit village soient racistes puis se sentent de cette façon-là, oui, mais c'était tellement comme oh, ok, la protagoniste est d'accord avec eux, genre il disait des dingueries, puis la protagoniste après ça dans sa narration interne elle était genre mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont tort? Non, ils ont raison. Je suis comme ouais, toi pis moi, on n'est pas de la même équipe là, de ce côté-là. Et là, à la fin, la toute fin, il y a un élément qui est amené pour comme humaniser les réfugiés aux yeux de la protagoniste, puis la faire changer de mentalité. Mais c'était tellement amené de façon maladroite que je savais même pas si c'était ça l'intention de l'autrice, jusqu'à ce que je lise la note de fin qui disait « Mon intention avec ce livre était d'humaniser les réfugiés ». Je suis comme ok, ben je suis rassurée de savoir que c'était ça ton intention, mais ça reste que ce livre-là, pendant tout le long, c'était juste des discours racistes. Et ta petite solution là pour humaniser les Arabes, moi, à mon avis, elle avait pas vraiment de poids face à tous les discours qu'on s'était tapés. Genre, je pense pas que cette chose-là soit suffisante. En tout cas, c'était vraiment bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Puis tu sais, je tiens juste à faire une parenthèse sur le sujet. Je comprends absolument la frustration qu'on peut ressentir quand t'es quelqu'un qui a besoin d'aide puis qui arrive pas à bien survivre dans notre monde capitaliste. Et à côté, ben t'as des gens qui arrivent pas peut-être à s'assimiler à ta culture, puis ça fait comme ok, qu'est-ce qui se passe? Tout est en train de changer, puis eux ils reçoivent plein de ressources, puis moi je reçois rien, c'est injuste. Tu sais, je comprends d'où ce sentiment-là vient, mais ce que je trouve triste, c'est que le livre a pas réussi à faire comprendre que, tu sais, dans une situation comme ça, les gens que tu devrais blâmer, c'est jamais les personnes qui avaient besoin d'aide et qui ont reçu de l'aide. Blâme les personnes qui sont assises sur des montagnes de richesses qui pourraient, avec genre 1 mois de leur salaire,
nourrir un pays entier. Pourquoi? C'est ces personnes qui ont fui la guerre puis qui essaient de survivre du mieux qu'elles peuvent, qui reçoivent genre tout le blanc. Elles volent nos toits. Ben, ils ont besoin d'un toit. Toi aussi, t'as besoin d'un toit. Tout le monde mérite d'avoir un toit. Sauf qu'à côté, ben, il y a des personnes, là, ils ont assez d'argent pour acheter des millions de toits. Bref, excusez, c'est un sujet qui me tient à cœur quand même. Et voilà, ben, c'est ça. Je répète que j'ai eu de l'appétit pour ce livre. Tu sais, malgré les trucs qui me dérangeaient, il y avait vraiment un aspect addictif à la plume, tu sais, j'avais envie de connaître la suite. Donc, c'est pas un livre que j'ai détesté lire, c'est juste un livre que pour moi avait vraiment des éléments qui ont fait que j'ai pas pu lui donner une note plus haute que 2.25 étoiles ultimement. C'est dommage, mais pas d'inquiétude, ok Geneviève, je vais les rêver de Franck Tillier, je te le promets. Et donc, pour finir, ça va pas être la meilleure chronique pour terminer. Ok, il y a une amie de mon père qui savait que j'avais une chaîne YouTube, qui l'a vu puis qui était comme « Hey, donne ce livre à ta fille, ok? » C'est un livre écrit par genre un très bon écrivain. Excusez, j'ai été distraite par un écrivain dans ma fenêtre. Un très bon écrivain français, là, si elle connaît pas, faut qu'elle découvre. Alors j'ai lu Rose Royale de Nicolas Mathieu. En effet, je connaissais pas du tout ce gars-là. Je peux pas dire que j'ai envie de le découvrir davantage. Ça, c'est un recueil de 2 nouvelles qui... Je sais même pas comment les décrire. Bon, ok. La première histoire, c'est littéralement juste l'histoire d'une romance qui se développe entre un homme et une femme. Et au début, ça a l'air d'être très beau. Sauf que là, plus ça avance, pis t'es comme, ah, la femme, elle a vraiment un problème avec ce couple. C'est quoi? Le problème, c'est que l'homme a un souci de zizi mou. Ça y tente pas, le zizi, de se lever. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et ben, la fille, à un moment donné, elle en a marre, puis elle décide de en parler avec l'homme de la façon la plus maladroite que j'ai jamais lue de ma vie. J'étais comme, quoi? C'est comme ça que tu choisis de lui parler de tes problèmes? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Leur relation se transforme en relation abusive. Et ben, c'est ça. Il y a une fin choc, puis j'étais comme, ok, je m'attendais pas à lire ça dans ma vie, et je m'attendais encore moins à me faire recommander par quelqu'un ce livre-là. Genre, ok, je sais pas. Ok. La deuxième histoire, c'est un peu un schéma similaire, tu sais, c'est comme, il y a une situation qui se développe, puis à la fin, paf, fin choquante. Bon, voilà, je vais le dire, là, j'ai pas saisi l'intérêt de ce qui était raconté, j'ai pas saisi pourquoi c'était raconté, comment je devais me sentir face à ça, c'était quoi l'intention d'auteur, je sais pas. Je peux pas vous expliquer rien. Moi, c'est un 2 étoiles, parce que, malgré tout ce que je viens de vous dire, j'avais quand même toujours envie de continuer, parce que la plume, il y avait quelque chose, genre, je suis peut-être pas du tout fan des idées de cet auteur, mais ça reste qu'il sait bien manier les mots. C'est juste dommage que c'est ces mots-là qui aient été utilisés pour véhiculer cette histoire-là. C'est donc tout pour ce classement. Maintenant, c'est à votre tour. C'est quoi le classement de vos livres que vous avez lus récemment? Vos meilleures lectures, vos pires lectures? Là, il me reste 3% de batterie et je tiens absolument à vous annoncer quelque chose. Oui. Comme vous le savez, j'ai une communauté exclusive. Puis d'ailleurs, si vous souhaitez participer à des bilans lecture comme ça en me proposant des livres, ben c'est en rejoignant au niveau des petites tunes que ça se fait. Mais la raison pour laquelle je fais une plus grosse pub que d'habitude là, c'est parce que s'il y a un moment de l'année où ça vaut la peine de rejoindre la communauté exclusive, même si c'est pour un seul mois, c'est là. Parce que le 9 janvier va sortir ma vidéo exclusive spéciale de fin d'année où non seulement on va faire un sondage avec tous les membres puis découvrir leurs statistiques de lecture, quel type de personnes ils sont, juste plein de questions, plein de stats. Mais aussi, je vais vous parler des livres que j'ai lus et que j'ai pas osé chroniquer publiquement sur ma chaîne cette année. Donc voilà, si vous avez envie de participer à tout ça, ben ça se fait dans la communauté exclusive au niveau des petites lunes. Désolée pour toute la pub dans cette vidéo. Et aussi, il me reste 1%. La semaine prochaine, je prends une semaine de congé de vidéo parce que faut que je garde mon énergie pour tout ce qui s'en vient en janvier. Le contenu est fou. Mais après ça, on se retrouve le 26 décembre pour mon top 10 de fin d'année. Yes! Les meilleurs livres que j'ai lus. On se revoit bientôt. Bye! J'ai réussi 1%. J'ai réussi!